Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec d'une part Madame Danielle Leroy. Madame Danielle Leroy, bonjour. Merci tout d'abord de nous accueillir dans vos bureaux. À vos côtés, Monsieur Jean Simos, bonjour. Vous êtes donc à l'Université de Genève, à l'Institut de santé globale, et vous êtes par ailleurs le président de S2D, du centre collaborateur de l'OMS pour les villes santé francophones. À vos côtés, Monsieur Xavier Gaudinot. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes délégué au plaidoyer international pour ATD Quart Monde. Madame Danielle Leroy, je serais tenté dans une première question de vous poser la question des contours de la réalité en santé environnementale pour vous dans le concert des nations. Quels enjeux aujourd'hui en matière de santé et d'environnement au plan international, et en second lieu, quels enjeux pour cet événement majeur en cette fin d'année qui est la COP 21 sur le climat? Alors, vaste question, vaste sujet. Je vais peut-être sur le plan international, je crois qu'on joue de plus en plus effectivement le fait qu'il y a un lien fort entre l'état de santé d'une partie de la population et l'état de l'environnement, effectivement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter à l'Assemblée nationale d'un plan biodiversité. Protéger la biodiversité, c'est aussi protéger la santé. Lutter contre la déforestation, c'est aussi protéger la santé. Il y a cette première chose qu'il faut entendre les uns et les autres. Et je crois que c'est une des choses que nous débattons. Nous avons par exemple débattu à Lima, puisque j'étais à la COP20 à Lima. C'est une chose que j'en parlerai peut-être plus tard. Nous avons débattu aussi en rencontrant nos collègues américains il y a une quinzaine de jours à l'ONU d'une part et bien sûr à Washington d'autre part. Mais il y a des choses très très concrètes qui peuvent bouger et qui sont aujourd'hui avec des blocages internationaux. La santé-environnement, c'est quelque chose, y compris en France, qu'on a du mal à accepter. Alors, je vais prendre un exemple français parce que c'est quand même le plus facile. Nous savons que la France est en Europe le plus gros utilisateur de pesticides parce que, effectivement, nous sommes un pays agricole et d'une agriculture de plus en plus industrielle. Et du coup, il y a un certain nombre de choses qui sont démontrées. Alors, je vais prendre l'exemple qu'on essaie de faire reconnaître et à l'Assemblée nationale et au niveau européen, qui est le rôle des perturbateurs endocriniens. Ils provoquent des cancers, ils provoquent la stérilité, tout le monde le reconnaît, mais s'attaquer aux perturbateurs endocriniens est extrêmement difficile. On y est arrivé un peu en s'appuyant sur des directives européennes du côté de la santé des enfants, les jouets, encore un peu, pas totalement, les jouets, la lutte contre les phtalates, mais d'un autre côté, les premiers touchés par un certain nombre de cancers, qui sont les agriculteurs, ne veulent pas entendre parler de la réduction des pesticides. Donc on est dans un vrai combat, par moments très frontal, et qui fait que les premières victimes, parce qu'on leur présente grosso modo une alternative insupportable qui s'appelle l'emploi. On leur dit vous allez être empoisonné, mais vous avez des emplois. C'est épouvantable, c'est vrai aussi d'ailleurs dans le nucléaire, et c'est vrai d'une façon générale aussi par rapport à la qualité de l'air. Moi j'ai présidé longtemps Atmo Auvergne, donc, qui s'occupait de qualité de l'air en Auvergne, mais Atmo France s'occupe de l'ensemble. On sait que la pollution liée aux particules diesel est forte, que la mortalité liée à la mauvaise qualité de l'air dans les grandes villes en particulier est forte, que les maladies respiratoires augmentent chez les enfants, qu'il y a de plus en plus de problèmes à ce niveau-là, et on ne fait pas ce qu'il faut, pas suffisamment ce qu'il faut, pour, par exemple, lutter contre la multiplication du diesel. Ça, c'est un problème franco-français. Aujourd'hui, par exemple, il y a une chose simple qu'on avait proposée dans la loi sur la transition énergétique, qui va revenir d'ailleurs en deuxième lecture à l'Assemblée, qui est de dire le diesel, il faut le payer au même prix que l'essence. Les vieilles voitures diesel, il faut avoir une prime pour les remplacer, en particulier parce qu'on sait bien que ce sont souvent les populations qui ont les revenus les plus faibles, donc les plus pauvres, les plus fragiles, qu'on a poussé à utiliser ces véhicules et qui sont piégés parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer. Donc il y a tout un travail à la fois social et de santé qui a travaillé tous ensemble et ce n'est pas fini.
et ça c'est la partie, je vais dire, plutôt santé. Après santé et environnement, dans la COP21, c'est essentiel parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de populations se retrouvent avec des nouvelles maladies parce que, d'abord parce qu'ils ont des problèmes de gérer une alimentation qui change et qui leur pose des problèmes, qui est moins abondante, qui leur pose des problèmes. Quand il y a une désertification, en Afrique, il y a ce problème-là. Quand il y a des terres de plus en plus salines, il vient d'y avoir le drame des Vanuatu. Les terres sont de plus en plus salines parce qu'ils ont de plus en plus d'ouragans. Le typhon qui vient de se produire est particulièrement fort. Mais comment voulez-vous que ces populations se nourrissent bien puisque leur sol est de plus en plus abîmé? Donc on voit bien qu'il y a un lien direct aussi entre la question de la santé et la question de la lutte contre le changement climatique. C'est une chose qui n'est pas assez relevée et qui est pourtant essentielle. Donc là aussi, ce combat, nous avons à le mener, parce que c'est un vrai combat, parce que c'est d'abord, aussi bien chez nous qu'au niveau international, les plus fragiles, les plus pauvres, qui paient les premiers la facture de la santé liée à l'environnement, comme elle paie la facture du changement climatique. Daniel Auroi, merci. On aura l'occasion de revenir sur cette question de justice environnementale et de justice internationale en matière de santé. Justement, Jean Simos, ces deux concepts, méthodes, que sont l'étude d'impact environnemental et l'étude d'impact en santé, comme outils d'une réforme des politiques des nations en matière de santé-environnement. Quelle utilité, quelle méthode au service des nouvelles politiques et de cette peut-être nécessaire résilience des modèles anciens dont on parlait à l'instant? Oui, alors, au service des nouvelles politiques, on aurait pu dire si c'était au service des anciennes politiques, déjà, on aurait gagné du temps et de l'impact négatif sur la santé des populations. Si je reprends l'exemple qu'a donné Mme Auroi sur les pesticides, par exemple, l'agriculture, on pourrait très bien imaginer qu'au lieu de maintenant se retrouver face au problème et courir derrière pour enlever une partie qui devient finalement difficile à changer l'attitude, le comportement des agriculteurs parce qu'ils sont habitués à cette façon de faire et ils ont la garantie de l'emploi. On aurait pu imaginer qu'avec une évaluation d'impact au départ, en se disant qu'est-ce qui va se passer si on emploie plus de pesticides au départ. Donc je parle maintenant sur une profondeur de plusieurs décennies. Auparavant, puisque on revient presque à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si on disposait de ces outils-là, qu'on aurait pu les appliquer, on aurait pu s'imaginer que en faisant l'impact connaissant de manière prospective l'impact sur la santé et l'environnement de cette politique du tout pesticide, on aurait pu peut-être s'épargner des problèmes qu'on a actuellement. C'est un peu la même chose qu'on va faire maintenant avec toute nouvelle politique, ou nouveau programme ou projet, pour lesquels il s'agit d'éclairer les décideurs sur les conséquences que ces décisions pourraient avoir sur l'environnement et la santé des populations, ou aussi sur les effets, la distribution de ces effets, parce que les questions des inégalités sociales de santé est aussi au cœur de ces outils, des évaluations d'impact sur la santé, qui nous permettent donc d'anticiper de manière, comment dire, préventive, qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme problème dans 5, 10, 20, 30 ans, et que par conséquent, les décideurs puissent prendre une décision éclairée, en toute connaissance des causes de ces éléments-là. J'imagine que les décideurs des années 40, 50, etc., ne voulaient pas le mal de l'environnement, enfin, une notion qui n'était pas très connue à l'époque, ou en tout cas la santé des populations, c'était une question de non éclairer au niveau de la décision. Une courte question, à l'heure du temps court aujourd'hui, quelle compréhension ou intégration de ces mises en prospective à long terme dans les politiques? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ce type de démarche est entendu dans la gestion politique, puisqu'on court après le temps court aujourd'hui? Comment intégrer le temps long en politique aujourd'hui? Et lien dont on aura peut-être l'occasion de reparler demain, puisque certains dans le monde commencent à demander la représentation effective dans les prises de décision politiques des générations à venir par des représentants effectifs. Est-ce que vous vous êtes entendu dans ce type de démarches, qui sont plutôt des démarches du temps long que du temps court? Alors, votre question est très pertinente et je dirais diachronique.
dans le sens que bon, la question du temps des générations actuelles par rapport aux générations futures, etc., c'est au cœur même de la notion de développement durable. Donc c'est ce qu'on veut faire avec le développement durable, c'est effectivement de tenir compte des générations qui ne sont pas encore là, qui n'ont pas leur voix au chapitre actuellement dans le présent. Toutefois, la question de comment marier des gains immédiats, ou plutôt des pertes immédiates par rapport à des gains dans le futur, est une question qui n'est pas aisée à résoudre, à répondre et à résoudre. Et c'était d'ailleurs dans le courant du XVIIe siècle, le premier qui a mis ça en évidence, c'était d'Alembert, quand il a mis en évidence que c'est ce qui était proposé par Bernoulli concernant la variolarisation, était difficile de comprendre. Donc, avec la variolarisation, on aurait pu effectivement augmenter, ce qu'avait montré Bernoulli, qu'on aurait pu augmenter de 2 ans l'espérance de vie de la population, de la génération de son époque, parce que justement, on aurait empêché l'apparition de variole, qui était très importante à l'époque. Ce que d'Alembert a mis en évidence, c'est qu'on parle des pertes actuelles. C'est le prix à payer avec la scarification qu'il fallait faire pour cette variolisation, et des gains futurs qu'on allait avoir dans 20, 30 ans, etc. C'est un problème rémanent dans les questions de santé publique. Et c'est par exemple pourquoi des fumeurs, par exemple, n'arrêtent pas de fumer, à part la question de l'addiction elle-même. C'est parce que, notamment auprès des jeunes, on leur parle des futurs gains dans 20 ou 30 ans par rapport à un plaisir abandonné qui est immédiat. La difficulté du changement de comportement et de la résilience au changement de comportement, on en parlait avec une experte de Québec il y a peu de temps. Xavier Gaudinot, une réalité de la précarité dans le monde et sans doute aussi de l'augmentation des inégalités en matière environnementale et sociale entre les pays dits développés et les pays les plus fragiles. On avait l'occasion, il y a peu de temps, de recevoir un représentant du continent Afrique qui nous disait quels efforts équitables entre des pays qui ont des populations en grande pauvreté ou grande précarité. Est-ce que vous pourriez d'une part nous dresser un peu votre réalité, vous qui connaissez si bien au nom de votre organisation cet enjeu dans le monde, et puis d'autre part revenir sur un document que vous avez coordonné, vous qui êtes donc délégué au plaidoyer international, à savoir 5 recommandations pour l'après-2015 d'ATD Quart Monde. Alors, quelques mots sur l'état des lieux. Je crois d'abord qu'il faut dissiper quelques illusions statistiques trompeuses. On nous a beaucoup dit ces dernières années, en évaluant les objectifs du millénaire pour le développement, que l'extrême pauvreté avait diminué de moitié depuis les années 90. Tout ça est fondé sur ce fameux indicateur de 1,25 $ par jour et par personne, qui pour nous n'est pas un indicateur fiable, pour beaucoup de raisons, mais je voudrais prendre simplement une raison extrêmement simple, c'est qu'on nous dit que c'est un indicateur au niveau du monde, mais les pays de l'OCDE, les 34 pays de l'OCDE ne sont pas comptés. Autrement dit, on nous donne des chiffres qui font abstraction de toute l'augmentation de la pauvreté en Europe, dans des pays comme la Grèce, comme le Portugal, mais aussi de la persistance de la pauvreté aux États-Unis. Il faut savoir que dans la seule ville de New York, 1 personne sur 5 dépend des aides alimentaires pour sa survie, des banques alimentaires ou des sous populaires, 1 personne sur 5 aux États-Unis. Donc tout ce phénomène de pauvreté dans les pays riches n'est pas du tout pris en compte. Il y a beaucoup d'autres raisons qui font qu'on conteste ce 1,25 $, mais c'est simplement pour dire qu'il faut se méfier de ces chiffres qu'on nous balance à longueur de temps et qui ne veulent pas dire grand-chose. En ce qui concerne l'état de santé lié avec l'environnement, bon, simplement quelques chiffres. Les derniers rapports d'évaluation des objectifs du millénaire indiquent qu'encore 1 milliard de personnes pratiquent la défécation en plein air. Bon, avec tous les problèmes que ça entraîne. On apprend aussi qu'une personne sur 8 va au lit sans avoir mangé suffisamment, en souffrant de la faim, et qu'un enfant sur 4 présente des retards de croissance. Alors je voudrais simplement donner un exemple pour montrer comment tout cela se conjugue. Il se trouve que j'ai habité pendant plusieurs années à Madagascar, j'étais tout près d'un quartier très pauvre, qui aujourd'hui est inondé depuis 2 mois. Ça fait 2 mois que les gens pataugent dans l'eau. Dans ce quartier, les toilettes sont payantes.
Les gens qui n'ont pas d'argent, donc, défèquent en plein air. Vous imaginez bien, quand l'eau monte dans le quartier, vous imaginez ce que ça donne. C'est pestilentiel, c'est effrayant pour vivre, et ça génère des maladies de toutes sortes. Et ça génère une très très grande difficulté pour les populations. Je me rappelle avoir discuté avec une femme qui m'expliquait que ça sentait tellement mauvais dans sa maison qu'elle était allée dormir une nuit avec son mari chez des voisins à quelques centaines de mètres parce que c'était insupportable. Et aujourd'hui, depuis 2 mois, les gens qui sont dans l'eau sont dans cette situation qui est complètement indigne et qui est catastrophique pour la santé. Et qui est le résultat... alors, prouver le lien avec le réchauffement climatique, c'est toujours très difficile. Toujours est-il que ces inondations, il n'y en a pas eu de comme ça depuis 1959. Et donc, on peut quand même dire que le lien, il est quasiment certain. Donc voilà un peu l'état de la situation dans les pays qui sont ce qu'on appelle les pays les moins avancés. C'est une situation qui est encore très difficile. Au niveau de la santé, les problèmes, on le sait très bien tous, hein, persistent aussi dans nos pays pour différentes raisons qu'on pourra peut-être aborder après. Mais merci pour cet état des lieux. Ce que je vous propose en second exercice, c'est de revenir en fin de compte sur ce XXe siècle qui fut le siècle des chartes. Une série incroyable de chartes depuis l'après-guerre, invitant les nations à fixer des objectifs et à les atteindre au plus vite sur un certain nombre de sujets. On a étudié l'ensemble de ces chartes, de Bangkok à Ottawa, de Rio à Jakarta, de la nouvelle charte pour les villes d'avenir d'Athènes. Et il s'avère qu'à cette lecture, les objectifs semblent très souvent les mêmes. Je vous proposerai de revenir sur 4 d'entre eux. S'il y a bien un des sujets qui peut faire avancer le monde, c'est l'éducation. La réalité de l'éducation aujourd'hui devient de plus en plus complexe, avec une arrivée de nouveaux modèles privés au cœur du numérique, avec des éducations qui jouent entre les morales, avec un décloisonnement entre des offres publiques éducatives dans les nations développées ou non, et en face de nouveaux marchés économiques de l'éducation, une réalité complexe qui fait que les inégalités d'accès à l'éducation et à la littératie numérique se creusent. Quel regard portez-vous sur ce sujet, l'éducation aujourd'hui dans le monde, au service de la santé environnementale? Écoutez, d'abord, la première chose que je voudrais dire, parce que je suis une femme, c'est que l'éducation continue dans le monde à être encore très inégalitaire de ce point de vue-là, et que la première chose à faire, c'est que toutes les filles dans le monde entier aient droit à la même éducation que tous les garçons. Déjà cette base. Parce que comment voulez-vous, alors que c'est elles qui assurent encore la plupart du temps la nourriture, en particulier dans les pays du Sud, si elles n'ont pas les moyens de comprendre ce qu'il se joue dans ce qu'elles donnent à manger ou dans la façon dont elles préparent les choses, comment voulez-vous que les choses bougent? Donc la première chose, on est encore dans cette base épouvantable qui fait que pour le moment, il y a un retard éducatif par rapport aux filles dans un grand nombre de pays. Et ce n'est pas pour ça que des pays comme les nôtres, qui sont théoriquement à égalité, ne sont pas touchés. Je crois que le drame à l'heure actuelle, en tout cas au niveau européen, c'est qu'une partie, pour des raisons de modèle économique dominant, qui s'appelle le modèle libéral pour aller vite, veut traiter l'éducation comme une marchandise, exactement comme ils veulent traiter l'eau comme une marchandise, exactement comme si c'était du flux financier comme les autres. Et on voit sans arrêt, on doit sans arrêt se battre pour rappeler qu'il y a des services à la population, qu'on les appelle publics ou d'intérêt général, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qu'il y a des services à la population qui sont dus à la population. Et que l'éducation en est un de ces services. Et que chaque fois qu'on privatise tout ou partie de l'éducation, on fait une sélection par l'argent, et ça veut dire qu'il y a toute une série de groupes sociaux les plus fragiles qui ne vont plus avoir accès à la même éducation que les autres, qu'on va cantonner dans des ghettos, avec après tous les effets pervers en termes sociaux, en termes de qualité environnementale, de qualité de vie, qui vont se poser. Juste un exemple, parce que c'est une des choses, puisque malheureusement nous avons subi en France il n'y a pas longtemps une agression terrible avec le 7 janvier, parce qu'en Tunisie vient de se passer des choses épouvantables, on s'aperçoit qu'en Europe,
3 choses ne sont pas enseignées systématiquement aux enfants. Alors, ce n'est pas du droit de l'environnement, mais ça pourrait en faire partie. Ne serait-ce qu'en France, il faut reprendre, en particulier auprès de la petite enfance, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que le droit à la santé, c'est aussi une forme d'égalité, que les droits de 1948, c'est-à-dire les droits universels, ne sont pas non plus systématiquement enseignés, et je ne parle même pas, puisque vous parlez de charte, de la charte des droits fondamentaux, qui est européenne, que tous les enfants devraient connaître, sur lesquels on devrait s'appuyer, parce que justement dans la charte des droits fondamentaux, il y a y compris des parties environnementales qui sont posées. Or cela, pour le moment, ça ne fait pas partie de l'éducation obligatoire, j'allais dire. Je veux bien qu'on réapprenne aux enfants à chanter la Marseillaise ou l'hymne à la joie, mais il faut qu'on leur donne les bases éducatives nécessaires, et ça passe par cela. Et dans les bases éducatives nécessaires, effectivement, il faut enseigner que préserver la biodiversité, travailler pour que le climat ne change pas trop vite, ça fait partie des choses qui sont des droits humains, parce que c'est effectivement, ce sont bien ceux qui viendront après eux, les générations futures, qui subiront, eux, les conséquences de ce qui se passe tout de suite. Merci à vous. Jean Simos, l'éducation pour la santé, la nécessaire éducation pour la santé pour permettre l'épanouissement des générations à venir. On sait qu'aujourd'hui, effectivement, l'éducation pour la santé n'est pas toujours intégrée à tous les modèles éducatifs dans le monde. Quel regard vous portez sur cette place de l'éducation pour la santé ? Alors, vous voulez que je vous parle uniquement de l'éducation à la santé ou que je reprenne un peu les éléments concernant la... Oui, voilà. on peut avoir cette lecture, cette double lecture, oui. Parce que je vais venir peut-être aboutir à l'éducation à la santé à la fin. Premièrement, pour dire que je partage tout à fait l'analyse qu'a fait Mme Roy concernant le non-accès à l'éducation de certaines couches importantes de la population au niveau mondial, et les inégalités grandissantes à ce niveau, et des inégalités qu'on retrouve un peu préoccupantes, je ne sais pas si elles sont grandissantes, mais en tout cas préoccupantes et permanentes, et persistantes, pardon, au niveau de nos sociétés des pays avancés de l'Europe de l'Ouest. Donc, ces constats étant posés, j'aimerais reprendre un autre point de vue qui concerne celui d'une partie privilégiée, qui est un peu l'enseignement supérieur, pour voir qu'est-ce qui se passe en matière d'environnement et santé en la matière, et faire les liens avec les chartes, justement. Parce que, effectivement, on peut voir que depuis une trentaine d'années, on a bien progressé en la matière dans l'enseignement supérieur en ce qui concerne les questions de santé et environnement, avec passablement des cursus spécialisés ou d'autres cours annexes dans des disciplines différentes. Néanmoins, ça c'est un peu le cache-misère d'une réalité plus profonde et préoccupante, qui est que on repose sur la sensibilisation et l'information de l'éducation, les questions de santé et environnement, parce que on n'arrive pas à imposer des mesures qui soient efficaces au niveau de la prise de décision, au niveau des mesures de politique publique. Et ça, on a fait une recherche, et ça fait l'objet d'une thèse de doctorat l'année passée à l'Université de Genève de Julien Forbat, en analysant par exemple les politiques santé et environnement des 3 pays d'Europe de l'Ouest, qui sont l'Allemagne, la Belgique et la Suisse, et en faisant le même constat effectivement qu'il y a une grande faiblesse de la transposition de ce qu'on a signé au niveau européen, ou au niveau mondial avec l'agenda 21 de Rio, etc., au niveau des chartes européennes pour l'environnement et santé, les plans d'action européens, les plans d'action nationaux, etc., une difficulté de transposition dans les politiques publiques du pays, de chacun de ces 3 pays, et que finalement, là où on met l'accent, c'est au niveau de l'information et de l'éducation, de la recherche, entre autres. Mais là aussi, on se trouve face à un problème très délicat, parce que les relations environnement et santé sont par essence des relations interdisciplinaires, transdisciplinaires même. Et on se retrouve face à un système officiel d'encouragement à la recherche qui est, lui, construit au contraire avec une grille disciplinaire très forte. Et il est extrêmement difficile et compliqué même de soumettre des projets
qui pourraient être financés à travers cette grille. Donc, on est face à une sorte de double contrainte quelque part. D'un côté, il y a, parce que les acteurs qui s'opposent aux différentes mesures coercitives sont puissants et importants, les États n'arrivent pas à faire passer des politiques publiques vraiment favorables à la santé et à l'environnement, ou alors avec beaucoup de difficultés. Et on se repose sur la petite béquille qui est celle de dire l'éducation et la recherche. Mais là aussi, au niveau en tout cas de la recherche, on se retrouve coincé par le fait qu'on a une lecture de plus en plus monétarisée et seulement disciplinaire. Merci d'avoir soulevé cet enjeu disciplinaire et utilitariste de la recherche ou de l'enseignement parfois. On en parlait l'autre fois. Comment passer de cette formation disciplinaire à une approche globale en santé-environnement, y compris dans les universités du monde? Vaste question pour intégrer une nouvelle approche de l'éducation. Voilà, je voulais finir parce que je dis que je vais quand même arriver à l'éducation à la santé à la fin, pour dire que l'éducation à la santé, finalement, elle a beaucoup progressé. Donc elle existe depuis les années 1950. Hein. Elle a beaucoup progressé dans l'intervalle. Néanmoins, c'est un peu le risque aussi de la disciplinarité qu'on retrouve dans l'éducation à la santé, c'est-à-dire de simplement se retrouver comme un champ isolé, indépendant de toutes les questions d'influence des déterminants de la santé. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur un discours concernant l'éducation à la santé, qui est un des outils qu'on utilise dans la promotion de la santé. Et bien faire la différence, qu'il y a beaucoup de gens, il y a une majorité des gens, je dirais, et des gens normalement compétents et qui ont appris aux choses, c'est que la promotion de la santé englobe bien l'éducation de la santé. Ce n'est pas la même chose, c'est bien au-dessus, et ça, c'est un peu difficile à faire comprendre. Merci Jean Simos. Par rapport à votre exemple, Xavier Gaudino, tout à l'heure, de ces peuples qui vivent une réalité du quotidien, type Madagascar dont vous parliez, on a des chartes avec un droit à l'éducation reconnu et on n'a pas de droit opposable. Certains pays nous disent, oui, les nations l'ont dit, l'ont écrit, l'ont signé, mais nous n'avons aucun droit opposable à faire appliquer l'éducation pour tous comme axe numéro 1 dans les pays, puisque qui est condamné, pourquoi, pour qui? Donc, quelle lecture vous portez sur cette réalité de l'éducation fondamentale pour l'évolution de la santé et de l'environnement des populations dans une telle situation? Alors, je vais reprendre votre question sous ces deux aspects, sous l'aspect du contexte dans lequel se trouvent les populations qui vivent la misère et le droit à l'éducation, et sous l'aspect du droit opposable. Le contexte d'abord, bon, qu'est-ce que veut dire l'éducation à la santé quand on vit dans la misère? Vivre dans la misère, ça veut dire souffrir de multiples privations dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine du logement, dans le domaine des ressources, dans le domaine de l'emploi, etc. Et un point qu'on oublie trop souvent, c'est souvent souffrir du mépris. Parce que quand on est dans l'incapacité de remplir ses responsabilités, faute de moyens, hein, parce qu'on n'a pas de ressources pour nourrir ses enfants, parce qu'on n'a pas un logement pour les abriter correctement, parce qu'on ne peut pas les envoyer à l'école, quand on ne peut pas assumer ses responsabilités du fait de la misère, eh bien on est accusé d'en être responsable très souvent. Et il y a une discrimination souvent extrêmement forte à l'égard des populations qui vivent la misère. Et c'est ça qui compose la misère. C'est à la fois cet ensemble de privations, ce mépris qui pèse sur les populations, cette discrimination qui fait que cette situation est une situation de très grande violence pour les populations qui la subissent. Alors, l'éducation pour la santé dans ce contexte, ça veut dire quoi? Évidemment, le premier combat à mener, c'est que les gens aient accès à des droits fondamentaux auxquels ils n'ont pas droit. Une protection sociale dans tous ces pays où elle n'existe pas, l'accès aux services de soins, etc. Et vous avez parlé du droit opposable et vous avez parlé des chartes. Alors, je voudrais mentionner un travail que nous avons fait depuis très très longtemps au niveau des droits de l'homme, qui est... Il faut d'abord dire que le fondateur d'ATD Quart Monde, Joseph Wresinski, a fait connaître en 1987 que la misère est une violation des droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est une reconnaissance qui a été gravée sur le parvis des libertés et des droits de l'homme à Paris, hein, avec cette phrase « Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Voilà, cette phrase a été gravée en 1987 et elle a donné lieu en 2012 à la Journée mondiale du refus de la misère adoptée par les Nations Unies.
Voilà. Et dans la foulée de cette affirmation, gravée dans le marbre, et maintenant dans beaucoup d'autres pays du monde, à l'ONU, au Conseil de l'Europe, etc., Brzezinski a interrogé la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en février 87, en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire comme travail juridique pour faire reconnaître que l'extrême pauvreté est une violation des droits de l'homme ?» Et c'est un processus qui a pris 24 ans. Pour vous dire que faire évoluer les mentalités dans ce domaine, c'est un travail absolument considérable. Donc il y a eu un premier rapport fait par Leandro Despouy en 1996, si je ne me trompe pas, intitulé « Extrême pauvreté et droits de l'homme », et puis d'autres rapporteurs qui ont travaillé sur le sujet, un premier brouillon adopté en 2006 par la Commission des droits de l'homme, et puis il y a eu un Conseil des droits de l'homme qui a adopté en 2012 ses principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, qui reprennent tous les textes juridiques existants, qui les confrontent aux situations d'extrême pauvreté et qui donnent des consignes aux États qui ont signé toutes ces conventions internationales pour leur dire voilà ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre les droits de l'homme pour les populations qui ont le moins accès. Et ce sont ces principes directeurs avec des orientations pour les États sur ce qu'il faudrait faire pour rendre effectif le droit à la santé, le droit à l'éducation et l'ensemble des droits de l'homme. Voilà, c'est un travail qui a pris, encore une fois, 24 ans. On a maintenant un texte qui est un texte qui ne donne pas lieu à des sanctions s'il n'est pas respecté, mais ce sont des orientations qui ont une véritable valeur juridique et qui sont proposées à l'ensemble des nations du monde par le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale des Nations unies. Je peux peut-être rajouter quelque chose par rapport aux droits opposables, parce que le problème, c'est que effectivement, il y a maintenant tous ces outils et l'éducation à la santé pourrait être développée plus. Mais à partir du moment où tout cela n'est pas juridiquement réellement contraignant, eh bien, en définitive, il y a toujours ce qui échappe. Alors, moi, j'ai un exemple, puisque j'ai essayé de faire passer une proposition de loi sur la responsabilité des multinationales par rapport à leurs filiales et leurs sous-traitants. Là, on sort de l'éducation, mais on ne sort pas ni du droit des femmes ni du droit des enfants, puisque malheureusement, ils sont souvent concernés par ce travail. J'ai parlé, je le redis comme ça, parce que j'ai été très choquée en commission, j'ai parlé de gens qui meurent ou d'enfants qui travaillent, et on m'a répondu CAC 40. Hein, et surtout, les grandes multinationales ne veulent absolument pas qu'il y ait du droit, du juridique fort. Ils veulent bien ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire qu'ils veulent bien dire on a des bonnes pratiques, on les utilise d'ailleurs éventuellement dans nos travails, dans notre entreprise à nous, éventuellement dans une filiale, mais après les sous-traitants, on ne veut surtout pas savoir. On ne veut pas savoir que les téléphones portables que nous avons aujourd'hui sont en grande partie montés par des enfants quand c'est des Samsung, etc., etc. Donc il y a un vrai travail pour, maintenant qu'on a les outils théoriques, les rendre pratiques par malheureusement plus de juridique, parce que, comme on dit chez nous, la carotte c'est bien beau, mais s'il n'y a pas un peu de bâton, ça ne fonctionne pas.